Voilà, bonjour et bienvenue au séminaire du CEBC. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Aurore Ponchon de l'Université d'Aberdeen. Alors, je suis très heureux qu'Aurore fasse ce séminaire parce que j'ai eu le plaisir de co-encadrer sa thèse avec Thierry Boulinier à l'Université de Montpellier au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Et si on veut définir les intérêts d'Aurore qui sont assez divers, on pourrait dire que c'est une écologue quantitative qui s'intéresse à l'écologie du mouvement et plus spécifiquement à la dispersion. Et ce sera aussi le thème du séminaire d'aujourd'hui. Donc, Aurore a travaillé pas mal sur les oiseaux marins, mais pas uniquement sur les oiseaux marins. Et après sa thèse au CEF, elle a effectué plusieurs postdocs. D'abord un postdoc à l'université de Lisbonne, et puis un postdoc Marie Curie à l'université d'Aberdeen, où elle est encore dans l'équipe de Justin Travis. Donc, merci Aurore d'avoir préparé ce séminaire et je te donne la parole. Et par la suite, bien sûr, on réouvrira les micros pour toutes les questions qu'on pourrait avoir à te poser. Merci Aurore. Merci David pour l'invitation déjà. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler de dispersion chez les oiseaux marins, qui est un peu étonnant, puisqu'on a toujours l'habitude de dire que les oiseaux marins sont très, très fidèles à leur cycle de reproduction. Et à travers cette présentation, on va voir que non, dans certains cas, les oiseaux marins peuvent disperser pour changer de site de reproduction. Alors, pourquoi ça ne change pas? Ouais, des fois, ça me fait ça quand on est resté un bon moment sur la première page. Parfois, ça me fait ça que ça bloque et ça refuse de Est-ce passer que à la seconde. je... Tu peux aussi sortir de ta présentation, revenir ou départager, Alors, repartager. Et après, en repartager. général, ça fonctionne. Non, alors, je vais arrêter de partager. Screen. Écran. Comment on arrête de partager? Alors, attends. Peut-être si je fais ça. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Donc, dans l'environnement, les ressources sont distribuées de manière hétérogène, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Et des facteurs environnementaux tels que la température, la disponibilité de sites de reproduction, la disponibilité en ressources alimentaires, la présence de prédateurs ou de parasites. Alors, juste une petite seconde, voilà, j'enlève juste les participants. Donc, la présence de prédateurs ou de parasites vont fortement influencer la qualité environnementale d'un habitat. Et c'est notamment le cas pour les habitats de reproduction. Et pour échapper à cette variabilité spatiale et temporelle, les individus peuvent prendre la dispersion comme réponse aux changements environnementaux. Alors, qu'est-ce que la dispersion? La dispersion, c'est le mouvement d'un individu depuis son site de reproduction actuel ou son site de naissance vers un nouveau site de reproduction. Et la dispersion peut être décomposée en trois grandes phases. L'émigration, quand les individus décident de quitter leur site actuel de reproduction, leur site natal. La transience, qui est le mouvement propre de l'individu dans l'environnement. Et enfin, l'installation, lorsque l'individu décide et choisit son nouveau site de reproduction et décide de s'y installer. La dispersion est importante en écologie et en évolution, puisqu'elle va avoir de multiples conséquences. Au niveau individuel d'abord, puisqu'elle va affecter la survie des individus, mais aussi le succès de reproduction après la dispersion. Et il peut aussi affecter le succès de reproduction de la vie entière des individus, et donc affecter au final la valeur sélective des individus. La dispersion a évidemment des conséquences aussi à l'échelle de la population,
puisqu'elle va affecter la dynamique, la structure et la persistance des populations dans l'environnement. Et donc, elle va affecter les flux géniques entre les différentes populations. Et elle va aussi affecter la dynamique des aires de répartition des populations et des espèces. Et une forme très intéressante de dispersion, en fait, c'est la dispersion informée. Donc, qu'est-ce que c'est la dispersion informée? La dispersion informée, c'est lorsque les individus utilisent de l'information personnelle et de l'information publique pour prendre des décisions d'émigration et d'installation. Donc, ils collectent et utilisent des informations pour décider d'une part d'émigrer et ensuite de décider dans quel nouveau site de reproduction il va s'installer. Et cette dispersion informée n'est observable que lorsque l'environnement est hétérogène, variable, mais temporellement autocorrélé. Et une composante très importante de la dispersion informée, c'est la prospection. Et la prospection, c'est en fait la visite d'individus dans des aires de reproduction où il ne se reproduit pas actuellement et où il peut collecter des informations sur la qualité locale de l'environnement. Donc, quel type d'informations les individus peuvent collecter lors de la prospection? Alors, on va avoir d'abord des informations liées à l'interaction directe de l'individu avec son environnement. Donc, l'individu va utiliser des indices visuels, olfactifs et auditifs pour déterminer la qualité d'un habitat. Et il va aussi utiliser sa propre expérience et notamment son propre succès de reproduction pour évaluer la qualité d'un habitat. Et ces deux types d'informations font partie de ce qu'on appelle l'information personnelle, parce que cette information n'est accessible qu'à l'individu lui-même. Un autre type d'information est basé sur la présence et le comportement des congénères ou alors d'individus d'autres espèces. Et on parle alors d'information sociale. Et cette information sociale peut être divisée en deux catégories. Une information qui est liée à la présence des congénères dans un habitat. Et dans ce cas-là, on parle d'attraction sociale. Et lorsque l'information sociale est basée sur la performance des congénères et notamment la performance de reproduction, on parle alors d'information publique. Et c'est cette information publique qui va nous intéresser plutôt que l'attraction sociale. Donc, la dispersion informée a été documentée chez un très grand nombre d'espèces, majoritairement des oiseaux, comme de nombreuses espèces de passereaux, d'oiseaux marins, de rapaces, mais aussi elle a été observée chez des mammifères, des insectes et des reptiles, donc un grand nombre de taxons. Et toutes ces espèces ont le point commun que ce sont des espèces coloniales ou territoriales. Et donc, ils peuvent utiliser la présence et le comportement des congénères présents autour d'eux pour déterminer la qualité d'un habitat et pour prendre des décisions de dispersion et d'installation dans les différents sites de reproduction. Alors, l'information peut être utilisée dans les deux phases de la dispersion. L'émigration, d'une part, quand un individu décide ou non de quitter son site de reproduction. Et en fait, il va utiliser à la fois son propre succès de reproduction, mais aussi le succès de reproduction de ses congénères. Et il a été montré dans de nombreuses études sur le terrain qu'en fait, les individus utilisent plutôt l'information publique pour décider de disperser. Et lorsque les individus se reproduisent parmi des congénères qui sont en succès de reproduction, alors le taux d'émigration sera faible. Et ce, que les individus soient en succès ou en échec. En revanche, on a observé que lorsque les individus se reproduisaient parmi des congénères qui étaient majoritairement en échec, alors la probabilité d'émigrer était très, très forte. Et ce, que les individus soient en succès ou en échec de reproduction, même si quand la majorité des individus dans un site, dans une zone de reproduction sont en échec, les individus eux-mêmes sont aussi en échec. Il y a rarement des individus en succès parmi les congénères en échec. Et donc, cela prouve que l'utilisation d'informations publiques est favorisée par l'utilisation d'informations personnelles dans les décisions d'émigration.
Donc, le succès des congénères est plus important que le propre succès des individus pour décider d'émigrer. L'information est aussi utilisée lors de la phase d'installation, mais avant de s'installer dans un site de reproduction, les individus vont utiliser la prospection pour décider où s'installer. En fait, ils vont visiter différents sites de reproduction. Donc, par exemple, si le patch vert représente une très bonne colonie où les congénères sont tous en succès, une colonie intermédiaire où le succès est relativement bon et une colonie où le succès de reproduction est très faible, il va compiler toutes ces informations acquises au cours des visites de ces différentes colonies. Et il a été montré que les individus qui prospectent utilisent l'information collectée pour généralement s'installer dans la colonie prospectée la plus productive, donc là où le succès de reproduction locale est le plus fort. Et ces stratégies de dispersion informée sont d'autant plus importantes que l'environnement est soumis à de grandes pressions d'origine anthropique. Et la dispersion informée va être notamment essentielle en réponse à des facteurs environnementaux tels que les changements climatiques, mais aussi la fragmentation de l'habitat, la pollution, l'arrivée d'espèces invasives qui vont augmenter les pressions de prédation sur les espèces, mais aussi augmenter la compétition avec les espèces locales et aussi la surexploitation qui vont donc faire de la dispersion informée une stratégie essentielle pour les individus. Et donc, dans ce contexte, en fait, je veux un peu exposer quelles sont les conséquences écologiques et évolutives de la dispersion informée en réponse à ces changements environnementaux. Donc, je vais consacrer 3 parties à cette question. Une partie où je vais présenter les mouvements de prospection qui ont été observés sur le terrain. Ensuite, je vais présenter une étude plus théorique sur les conséquences de la dispersion informée sur la dynamique, la structure et la persistance des populations en réponse à des changements environnementaux. Et dans une 3e partie, je vais présenter la dynamique écoévolutive de la dispersion informée. Donc, ici, un peu à contre-courant, je vais en fait partir de ce qu'on sait sur le terrain pour imaginer ensuite des méthodes de modélisation pour prédire la réponse des populations aux changements environnementaux et non pas partir de la théorie pour tester les hypothèses sur le terrain. Donc, la prospection a été observée depuis de nombreuses années. Elle a été décrite notamment chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, et ce, à partir d'observations d'individus marqués. Le problème de l'observation d'individus marqués sur le terrain, c'est que ça demande beaucoup de temps pour l'observation des individus. Ensuite, on obtient une information seulement partielle sur les mouvements individuels. Donc, on a seulement les données de présence-absence d'individus dans certaines zones de reproduction, mais on ne sait pas ensuite ce qu'ils font s'ils ne sont pas là. Une autre contrainte est que peu de sites peuvent être suivis en même temps, puisque ça demande énormément de main-d'œuvre. Donc, sur le terrain, ce n'est pas très faisable de suivre en même temps beaucoup de zones de reproduction pour voir quels sont les individus qui prospectent. Et donc, toutes ces contraintes font que la prospection a été étudiée plutôt à des échelles spatiales limitées de quelques kilomètres, voire dizaines de kilomètres. Cependant, grâce au développement de nouveaux appareils technologiques, on a pu avoir de plus amples informations sur la prospection. Et notamment dans mes travaux, j'ai pu déployer des GPS que j'appelle classiques, qui nécessitent la recapture de l'oiseau pour accéder aux données, mais aussi des GPS UHF à panneaux solaires qui permettent de télécharger automatiquement les données dans une station de réception. Et donc, on n'a pas besoin de recapturer l'animal pour avoir les données. Et ça, c'est vraiment un avantage quand les individus ne reviennent pas forcément sur leur site de reproduction une fois qu'ils ont été équipés. Et j'ai aussi utilisé des balises Argos. Mais l'inconvénient des balises Argos, c'est que la précision de ces appareils est un peu moindre par rapport au GPS classique.
Et donc, pour étudier la prospection, je l'ai étudiée chez la mouette tridactyle et dans une zone spécifique, donc au nord de la Norvège, dans la colonie d'Ornoya, ici représentée par la grosse étoile rouge. Et l'avantage de cette colonie, en fait, c'est qu'elle est proche de nombreuses autres colonies de mouettes tridactyles. Donc, c'est facile de pouvoir étudier les mouvements entre les colonies. Et comme elles sont éparpillées à différentes échelles spatiales, on peut aussi mettre en évidence différentes échelles spatiales de la prospection. Et donc, je vais présenter les données sur 5 ans de suivi de GPS, GPS, UHF et balises Argos. Donc, sur les 5 années de suivi, on n'a enregistré aucun mouvement de prospection chez les individus en succès de reproduction, que ce soit en fin de période d'incubation ou pendant la période d'élevage des poussins, sur une taille d'échantillon qui est quand même relativement bonne. Alors qu'en revanche, on a trouvé que 33% à 90% des individus en échec de reproduction qui étaient suivis faisaient de la prospection dans différentes colonies. Et ceux à différentes échelles spatiales. Donc, par exemple, ici, vous avez les kernels à 50% de différents individus qui sont représentés par différentes couleurs. Et tous les individus suivis ici, nidifiés dans la falaise représentée par l'étoile rouge ici. Et en fait, on voit qu'ils ont visité beaucoup d'autres falaises dans leur même colonie, mais à différents endroits de l'île d'Ornoya. Et donc, on peut voir que certains individus ont visité plusieurs falaises de cette même île, comme l'individu en vert ici, je ne sais pas si vous voyez la souris, ou l'individu en violet qui a aussi visité plusieurs falaises. Mais ces mouvements de prospection restent toutefois à une échelle spatiale limitée, puisqu'ils représentent une échelle de moins de 500 mètres de leur falaise de nidification. Une autre année, on a aussi enregistré des mouvements vers la colonie voisine de Renoya, qui est située à 1 km à l'ouest de la colonie de nidification. Donc ici, vous voyez 6 trajets différents d'un même individu qui a visité 2 falaises de l'île d'à côté. Donc ici, une échelle spatiale un tout petit peu plus vaste. Et pendant 2 années différentes, on a aussi enregistré des mouvements vers la colonie de Siltefjord, qui est située à environ 40 km de la colonie de nidification à Ornoya. Et ici, par exemple, vous voyez le même individu qui a effectué 3 trajets vers la colonie de Siltefjord, qui est située dans l'ellipse. Un autre individu qui a été, lui, suivi par balises Argos, où on a aussi enregistré une présence dans la colonie de Siltefjord, mais vous voyez ici que les localisations sont un petit peu moins précises, donc les trajets sont un petit peu moins précis. Et enfin, un autre individu qui a, lui, effectué un voyage vers cette colonie en 2012. Donc, différents individus peuvent visiter la même colonie. Et enfin, en 2015, sur 4 individus en échec de reproduction, ces 4 individus ont tous fait des mouvements de prospection, que ce soit à une échelle locale, donc la colonie de Siltefjord que je vous ai montré juste avant, est située ici, et 2 individus l'ont visité, mais il y a aussi 2 autres individus qui ont visité des colonies qui se situaient en Russie, 400 à 500 km de leur colonie de nidification. Et ici, les colonies qui sont connues et qui sont présentes sur les cartes de distribution des mouettes tridactyles sont représentées par des cercles pleins, alors qu'on suspecte la présence de colonies avec les cercles en tiret. Elles ne sont pas représentées sur les cartes, mais parce qu'on a observé des arrêts des individus pendant de très longues périodes sur ces bouts de terre, on suspecte qu'il y ait des colonies de mouettes tridactyles non répertoriées à ces endroits. Donc, une fois qu'on a identifié ces mouvements de prospection, on s'est demandé comment
les individus qui passaient du temps à la prospection rebalancer les budgets temps alloués à d'autres activités comme la recherche alimentaire ou encore le repos sur l'eau. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les individus en échec de reproduction en gris clair passent moins de temps à s'alimenter par rapport aux individus en succès qui sont en gris foncé. Et dans le même temps, on voit qu'il y a une augmentation du temps passé à la prospection. Et on voit aussi des voyages où les individus en échec font à la fois de la recherche alimentaire et de la prospection. Et dans le même temps, pour compenser le temps passé à la prospection, on voit aussi que les individus en échec passent aussi plus de temps à se reposer sur l'eau par rapport aux individus en succès. Donc au final, les individus qui prospectent passent moins de temps à s'alimenter, ils passent plus de temps à prospecter et ils passent plus de temps à se reposer sur l'eau. Et quand on regarde au contraire le temps passé à la colonie et le temps passé sur leur nid, ici vous avez une inversion des couleurs, attention, avec les individus en succès qui sont en gris clair et les individus en échec de reproduction qui sont en noir. Donc, les individus en échec de reproduction le sont dès leur suivi. Donc on voit que pendant une dizaine de jours, en fait, leur présence au nid est la même que celle d'individus en succès de reproduction. Mais après un certain jour, ils désertent tous la colonie, donc il n'y a plus aucun oiseau qui passe du temps sur le nid, alors que les individus en succès de reproduction continuent, eux, de passer une moyenne de 50% de leur temps par jour sur leur nid. Donc on voit vraiment une différence dans le temps passé au nid et donc dans la gestion du temps passé dans les différentes activités. Et quand on regarde le temps passé à prospecter chez les individus en échec, on constate qu'une fois qu'ils ont déserté leur colonie, en fait, ils commencent à passer beaucoup de temps dans les colonies prospectées et on voit donc une augmentation du temps passé dans les autres colonies de reproduction. Ensuite, je m'étais aussi intéressée à voir comment les individus en échec de reproduction utilisent leur habitat d'alimentation par rapport aux individus en succès. Est-ce qu'ils utilisent le même espace ou est-ce qu'au contraire, ils sont ségrégés spatialement? Et en fait, en 2010, on s'aperçoit que ici, vous avez les individus en succès et ici, les individus en échec. Et on constate qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les habitats d'alimentation des deux groupes. Donc, ça veut dire qu'ici, ils ne se ségrègent pas. Et on a eu la même tendance une autre année où tous les individus se nourrissaient aux abords de la colonie de reproduction. Donc, là encore, pas de ségrégation spatiale, ni même par le sexe. Donc, tous les individus qui nichent à Ornoia se nourrissent sur les mêmes zones d'alimentation. Ensuite, j'ai mené aussi une autre étude, toujours sur des mouettes tridactyles, mais cette fois sur des mouettes tridactyles qui nichaient dans 3 colonies de la Manche, une à Boulogne-sur-Mer, une autre à Fécamp et une à Saint-Pierre-du-Mont. Et en fait, cette étude a été faite dans un cadre de meilleure compréhension de l'utilisation de l'habitat par les mouettes tridactyles dans la Manche, pour notamment identifier leurs aires d'alimentation. Donc ici, en fait, chaque couleur représente les localisations d'alimentation et de repos de mouettes tridactyles par colonie. Donc en bleu, Saint-Pierre-du-Mont, en rouge, Fécamp et en noir, Boulogne. Donc on voit que ces 3 colonies ont des aires d'alimentation qui sont relativement distinctes, même si Saint-Pierre-du-Mont et Fécamp ont des overlaps. Mais en regardant de plus près le comportement de certaines mouettes, ah oui, un détail aussi, c'est que la grande différence aussi avec l'étude qui était menée en Norvège, c'est que les individus ici ont été capturés au hasard et on n'avait aucune idée de leur succès de reproduction, ni même le succès de reproduction de la colonie, parce qu'il n'y a pas de suivi ni individuel, ni du succès de reproduction au cours de la saison. On a seulement un taux de reproduction final à la fin de la saison. Donc, on ne savait rien de ces mouettes. Et en regardant de plus près leur comportement, on s'est rendu compte que 2 individus, l'un qui nichait à Saint-Pierre-du-Mont ici et un autre qui nichait à Boulogne-sur-Mer, avaient des comportements un peu différents. Et quand on zoomait en fait sur les aires d'alimentation
utilisés par la plupart des congénères, par exemple à Boulogne-sur-Mer. Donc ici, vous avez les kernels à 50 et 90% de tous les individus. En comparant cette répartition, enfin cette distribution avec les localisations de notre individu spécial, on s'aperçoit que cet individu n'utilisait pas vraiment les mêmes zones d'alimentation. Et c'était la même chose pour l'individu qui nichait à Saint-Pierre-du-Mont et qui a aussi fait un voyage remarquable de plus de 700 km dans la mer du Nord pour aller s'alimenter. Et donc ici encore, on s'aperçoit que l'individu utilise partiellement les aires d'alimentation de ses congénères, mais utilise aussi d'autres aires d'alimentation. Et en zoomant sur les différentes colonies de moitrines dactyles qui sont connues, on s'est aussi rendu compte que en fait, l'individu qui nichait à Boulogne-sur-Mer avait effectué des mouvements de prospection dans la colonie de Cap-Blanc-Nez, située à 25 km au nord de Boulogne, et que l'individu qui nichait à Saint-Pierre-du-Mont avait aussi visité la colonie de Cap-Blanc-Nez, mais avait aussi visité la colonie de Fécamp. Donc ici, dans la Manche, on a observé des mouvements de prospection entre 25 et 250 km depuis la colonie de nidification. Donc, on pense, à cause de ces comportements, que ces individus étaient en échec de reproduction et c'est pourquoi ils ont montré des mouvements de prospection et des comportements un peu différents de leurs congénères. Donc, pour résumer cette partie, on peut dire que la prospection est plutôt commune chez la moitrine dactyle, mais qu'elle intervient uniquement chez les individus en échec de reproduction, qu'elle intervient à des échelles spatiales très variées, depuis quelques centaines de mètres jusqu'à quelques centaines de kilomètres, ce qui était jusqu'ici plutôt méconnu. On a aussi observé des réajustements dans les budgets temps alloués à différentes activités comme la recherche alimentaire ou le repos sur l'eau. Et enfin, on a des résultats plutôt contrastés dans l'utilisation de l'habitat d'alimentation, puisque par exemple en Norvège, les individus en échec et en succès de reproduction utilisent les mêmes zones d'alimentation, alors que les deux oiseaux qui sont suspectés d'être en échec de reproduction dans la Manche, eux, n'utilisaient pas les mêmes aires d'alimentation. Donc la moitrine dactyle, on savait qu'elle pouvait disperser dans certaines conditions, et notamment lorsqu'elle était en échec de reproduction et qu'elle essayait de se reproduire dans une colonie elle-même en échec de reproduction. Mais on a voulu savoir qu'est-ce qu'il en était chez des espèces encore plus fidèles, telles que les Procellariiformes. Et c'est pourquoi on a posé des GPS et des GPS UHF sur des albatros à bec jaune dans la colonie de l'île d'Amsterdam, dans l'océan austral. Et ici, donc, vous avez les mouvements en mer de 3 groupes d'individus, des individus en succès de reproduction, représentés par les points verts, des individus en échec de reproduction, représentés par les points bleus, et enfin, les immatures, donc des individus âgés de moins de 6 ans, en rouge. Et lorsqu'on regarde leur mouvement à la colonie et leur utilisation de l'espace à la colonie, donc ici, vous avez les kernels à 90% des individus en succès en vert, les individus en échec en bleu et les immatures en rouge. On s'aperçoit que les individus en échec utilisent très peu l'espace dans leur colonie, donc ils ont une distribution très restreinte dans la colonie, ce qui veut dire qu'ils restent vraiment à leur nid, alors que les individus en échec utilisent un tout petit peu plus l'espace dans leur colonie, donc ça veut dire qu'ils vont de nid en nid. Et quand on regarde les immatures, donc ils ont encore plus une distribution large dans la colonie, mais on s'aperçoit aussi qu'ils visitent d'autres zones au nord comme au sud de leur colonie natale. Donc ici encore, des mouvements de prospection et particulièrement chez les immatures. Donc, il semblerait aussi que la prospection soit commune, même chez des espèces qui sont extrêmement fidèles à leur site de reproduction, mais que chez ces espèces, il est possible que les jeunes individus prospectent plus et que cette fréquence de prospection diminue avec l'âge, et qu'une fois qu'ils sont établis, qu'ils ont choisi leur site de reproduction, il y a peu de chances qu'ils dispersent après. Donc, pour l'instant, je vous ai présenté les mouvements de prospection qui aident à décider si les individus vont disperser ou pas
de leur site de reproduction. Mais le problème avec les observations empiriques, c'est qu'on a vraiment du mal à relier la prospection avec la dispersion actuelle des individus dans leur nouvelle colonie. Parce que si on voit que des individus ne sont pas revenus dans leur colonie de nidification l'année suivante, on ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils ont effectivement dispersé. Donc, sur le terrain, c'est très difficile d'étudier la dispersion informée sur le long terme. Et c'est pourquoi on utilise des modèles, différents modèles, pour mieux étudier et comprendre les conséquences de la dispersion informée à l'échelle de la population. Ce qui fait l'objet de ma deuxième partie, qui est les conséquences de la dispersion informée sur la dynamique, la structure et la persistance des populations en réponse à des changements environnementaux. Donc, pour étudier ce point, j'ai développé un modèle de dynamique de population et j'ai pris l'exemple de la mouette tridactyle. Donc, j'ai utilisé les paramètres démographiques de la mouette tridactyle pour construire mon modèle. Et j'ai imaginé quatre stratégies de dispersion. La phylopatrie, où tous les individus naissent et meurent dans leur propre patch de reproduction. Donc, il n'y a pas de mouvement entre les différentes colonies. Et ce, peu importe la qualité environnementale des patchs. Donc ici, les patchs verts vont représenter des colonies où la qualité environnementale locale est très bonne et où les individus vont pouvoir se reproduire très facilement, alors que les patchs jaunes vont représenter des colonies où les individus les conditions locales ne seront pas bonnes et les individus vont avoir du mal à se reproduire et donc où il va y avoir peu d'individus. Ensuite, j'ai testé la dispersion aléatoire, où cette fois, les individus peuvent disperser entre les colonies. Et on va avoir donc une proportion fixe d'individus de chaque colonie qui va pouvoir disperser dans toutes les autres colonies disponibles. Ensuite, on va avoir une dispersion semi-informée, où on va avoir une grosse proportion d'individus qui vont... non, pardon. On va avoir une grosse proportion d'individus qui vont être en échec de reproduction. Et comme ces individus en échec de reproduction vont avoir une probabilité d'émigration plus importante, on va avoir un flux plus important d'individus en échec vers les autres colonies, que ce soit des colonies en échec ou en succès de reproduction. Et enfin, on va avoir une dispersion informée où la dispersion semi-informée, en fait, les individus vont uniquement se baser sur le succès de reproduction locale pour décider s'ils vont disperser ou non, et ils ne vont pas utiliser l'information pour choisir leur site de reproduction. Contrairement à la dispersion informée, où les individus en échec de reproduction vont avoir une probabilité d'émigration plus importante, et en plus, ils vont favoriser les patchs de bonne qualité. Donc, on va avoir un flux asymétrique d'individus vers les bonnes colonies. Et pour tester l'effet de ces différentes stratégies d'émigration, on a imaginé 4 différents scénarios de variation environnementale. Un scénario où les conditions environnementales sont constantes et où les 6 colonies ont une qualité environnementale relativement bonne. Un deuxième scénario où la qualité environnementale est autocorrélée, donc elle va varier au cours du temps, mais très peu d'une année sur l'autre. Et globalement, on va avoir des colonies de bonne qualité. Un troisième scénario où on va avoir un fort changement environnemental. Donc, au départ, on va avoir 3 bonnes colonies et 3 mauvaises colonies. Et au bout de 50 ans, les conditions vont s'inverser. Donc, les bonnes colonies vont devenir mauvaises et les mauvaises colonies vont devenir bonnes. Et enfin, un quatrième scénario où on a modélisé un gradient. Donc ici, en fait, chaque colonie va devenir bonne, mais une seule colonie sera bonne à la fois et il y aura un temps où aucune colonie ne sera assez bonne pour que les individus puissent se reproduire de manière efficace. Donc ici, vous avez les résultats liés à la dynamique temporelle de la population avec les 4 types de dispersion. Et on voit en fait que dans les scénarios constants ou temporellement autocorrélés, on voit que la population, les tailles de population sont très similaires et que la dispersion
n'influence pas du tout sur la dynamique de population. En revanche, quand on regarde le scénario où les conditions environnementales s'inversent, on voit qu'avant le changement environnemental, les 3 stratégies de dispersion, phylopatrie, dispersion semi-informée et informée, maintiennent la population à des hauts niveaux, alors que la dispersion aléatoire fait que la population diminue au cours du temps. Et au moment où les changements environnementaux arrivent, on voit en fait que la dispersion aléatoire et la phylopatrie font baisser la taille de population de façon drastique, et on voit même que la phylopatrie amène à l'extinction de la population totale, alors qu'au contraire, la dispersion informée, ici en rouge, et la dispersion semi-informée en orange, maintiennent les populations à des niveaux beaucoup plus élevés, et en plus, la population réaugmente au cours du temps. Donc ici, on peut vraiment voir que la dispersion informée ou semi-informée aide les populations à persister au cours du temps. Et lorsque les populations font face à un gradient environnemental, on voit cette fois que sur le long terme, toutes les dynamiques de population baissent, mais toujours la dispersion informée et semi-informée maintiennent les populations, au moins sur le court terme, à des niveaux plus élevés que la dispersion aléatoire ou la phylopatrie. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la structure de la population avec la phylopatrie, au départ, on va avoir des colonies de grande taille avec beaucoup d'individus qui se reproduisent bien sur des colonies de bonne qualité, et très peu d'individus qui se reproduisent très mal sur les patchs de mauvaise qualité. Et quand les conditions environnementales vont s'inverser, on va avoir une disparition des individus qui se reproduisent bien, mais le nombre d'individus qui restaient dans les mauvaises colonies qui deviennent bonnes n'est pas suffisante pour maintenir les populations, et donc sur le long terme, on va observer une extinction de la population. Avec une dispersion aléatoire, on observe en fait que avant les changements environnementaux, on a une très grande proportion d'individus depuis les grosses colonies qui vont disperser, et ce, peu importe le succès de reproduction des colonies choisies. Donc, il va y avoir beaucoup d'individus qui vont arriver sur les bonnes colonies, mais aussi sur les mauvaises colonies, alors que le flux d'individus depuis les mauvaises colonies vers les bonnes colonies sera restreint, puisqu'il n'y aura pas beaucoup d'individus en proportion par rapport aux colonies de grande taille. Et quand les conditions environnementales s'inversent, on va avoir un flux d'individus des grosses populations qui vont coloniser les patchs nouvellement de bonne qualité, et très peu de flux depuis les patchs de mauvaise qualité vers les patchs de bonne qualité. Au final, la population va se remettre à l'équilibre, avec dans les bonnes colonies beaucoup d'individus qui se reproduisent bien, et dans les mauvaises colonies, des individus en échec de reproduction qui se reproduisent pas très bien. Et au final, donc, la population va se rééquilibrer, et c'est ce que je viens de dire, le flux majoritaire va venir des grosses colonies vers les colonies de plus petite taille. Et donc, on va avoir une dynamique de source-puits, avec les colonies de mauvaise qualité qui vont persister grâce à l'arrivée d'immigrants des bonnes colonies. Dans le cas de la dispersion semi-informée, en fait, on observe la même dynamique, sauf qu'au lieu d'avoir des flux des grosses colonies vers les colonies de mauvaise qualité, on va avoir plutôt un flux des individus en échec de reproduction qui seront majoritaires dans les colonies de mauvaise qualité, et qui vont disperser à la fois dans les mauvaises colonies et les bonnes colonies. Donc, quand les changements environnementaux vont survenir, les individus des bonnes colonies vont disperser vers les nouvelles bonnes colonies, et les colonies de mauvaise qualité vont voir leur population diminuer, avec toujours un flux majoritaire d'individus en échec vers les bonnes colonies, mais aussi les mauvaises colonies. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, on a une dynamique de source-puits. En revanche, lors de la dispersion informée,
on va avoir très peu d'individus en échec de reproduction dans les bonnes colonies. Donc, on va avoir un flux vers les bonnes colonies très, très faible. Et les individus en échec de reproduction qui ont fait de la prospection vont tous s'installer dans les colonies de bonne qualité. Donc, au final, on va observer une disparition des individus des mauvais patchs et une persistance des patchs de bonne qualité. Quand les conditions environnementales vont s'inverser, on va avoir un flux de tous les individus en échec qui vont aller vers les bonnes colonies et les bonnes colonies qui sont devenues mauvaises vont s'éteindre. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une dynamique d'extinction-recolonisation avec les bons patchs qui vont être colonisés et les mauvais patchs qui vont être éteints. Et dès que les changements environnementaux vont survenir, les individus vont être capables de suivre les changements environnementaux et donc les bonnes colonies. Donc, au final, on peut dire que la dispersion informée ne peut être ignorée dans un contexte de changement environnemental, puisqu'on voit qu'elle a des conséquences capitales sur la dynamique, la structure et la persistance des populations, et surtout qu'elle aide les individus finalement à quitter les mauvais patchs et à s'installer dans des patchs de meilleure qualité, ce qui aide sur le long terme la population totale ce qui aide les individus à produire plus de progéniture. Donc, une fois que j'ai étudié l'effet de la dispersion informée sur la dynamique et la structure des populations, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la dynamique éco-évolutive de la dispersion informée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la dispersion évolue et quand la prospection évolue? Donc, j'avais deux questions en particulier. Quelle est la meilleure stratégie de prospection pour un individu et comment les stratégies d'émigration évoluent en même temps que cette stratégie de prospection. Donc pour cela, j'ai construit un modèle individu centré où la qualité environnementale locale affecte la densité dépendance et la fécondité. Donc ça veut dire que plus un patch est de mauvaise qualité, moins il y a d'individus et moins ils sont capables de se reproduire. En revanche, ce que j'ai ajouté dans ce modèle, c'est que j'ai ajouté différents stades, notamment un stade juvénile, pré-reproducteur et adulte. J'ai aussi testé différentes stratégies d'émigration que je vais énumérer juste après. J'ai aussi défini la prospection. Donc, les individus peuvent prospecter un certain nombre de patchs pour évaluer la qualité locale de reproduction. Et grâce à cette prospection, ils sont capables de s'installer dans le patch le plus productif qu'ils ont prospecté. Donc, par rapport à l'évolution du nombre de patchs prospectés, j'ai voulu savoir s'il était plus favorable pour un individu de prospecter un faible nombre de patchs. Donc, par exemple, ici, cet individu va prospecter 2 patchs et il va s'installer dans celui qui a le meilleur succès de reproduction. Ou alors, est-ce que pour un individu, c'est mieux de prospecter tous les patchs disponibles et de s'installer dans le meilleur des patchs disponibles? Et par rapport à ce nombre de patchs, j'ai aussi voulu savoir comment les probabilités d'émigration évoluaient. Et dans ce cas, j'ai construit trois stratégies d'émigration. Une où tous les individus avaient la même probabilité d'émigration, donc juste un seul paramètre qui pouvait évoluer. Ensuite, une stratégie d'émigration où les décisions sont basées sur l'utilisation d'informations personnelles. Donc ici, en fait, les individus en succès de reproduction vont avoir une très faible probabilité d'émigration et les individus en échec de reproduction vont avoir une très forte probabilité d'émigration. Et une troisième stratégie d'émigration où les individus utilisent à la fois l'information personnelle et publique, donc ils utilisent leur propre succès de reproduction, mais aussi le succès de reproduction locale. Donc, ça fait qu'en fait, on a une relation entre la probabilité d'émigrer et le succès local de reproduction des congénères. Et donc, plus le site de reproduction est en échec, et plus la probabilité d'émigrer va être forte. Et on a toujours la séparation entre les individus en échec et les individus en succès. Donc, qu'est-ce que ça donne? Au bout de 20 000 ans, quand on laisse les différents paramètres d'émigration et de prospection évoluer,
on observe que lorsque les individus ont tous la même probabilité d'émigrer, peu importe leur succès de reproduction, on a une valeur à un peu moins de 0,5, alors que quand on sépare les migrations entre échec et succès de reproduction, on voit que les individus en échec de reproduction ont une très forte probabilité d'émigration, au-dessus de 0,8, alors que les individus en succès de reproduction vont avoir une probabilité nulle de disperser. Donc, ils vont favoriser la philopatrie par rapport aux individus en échec. Et lorsqu'on évalue la relation entre la probabilité d'émigration et le succès de reproduction locale, encore une fois, on voit que les individus en succès préfèrent la philopatrie, donc c'est la philopatrie qui évolue, et ils n'ont pas possibilité de disperser, alors qu'on observe toujours une très forte probabilité d'émigration chez les individus en échec et qui diminue légèrement avec le succès de reproduction locale. Donc, c'est totalement ce qui est attendu. Lorsqu'on ajoute un coût à la de patch, et plus il va avoir une forte mortalité, on observe une diminution de la probabilité d'émigrer lorsque tous les individus ont la même probabilité d'émigration. Donc, elles observent toujours une plus forte émigration lorsqu'on est en succès, sachant que, encore, les individus en succès. On a aussi la même tendance entre l'individu utilise à la fois l'information personnelle et publique, sauf que cette fois-ci, la relation entre émigration et succès de reproduction locale est beaucoup plus marquée, sachant que la probabilité d'émigrer baisse vraiment lorsque le succès de reproduction locale est fort. En termes de nombre de patchs prospectés, donc par rapport à ces probabilités d'émigration, on voit aussi en fait que tous les individus favorisent un faible nombre de patchs prospectés, donc en moyenne 2 patchs pour les individus, et ce, quelle que soit la stratégie d'émigration, que ce soit sans utilisation d'informations ou alors en utilisant l'information personnelle ou l'information publique. Donc, quelle que soit la stratégie d'émigration, le nombre de patchs prospectés reste faible. Et ce nombre est maintenu lorsqu'on ajoute un coût mortel à la prospection. Donc, ça veut dire que même lorsque la prospection est coûteuse, les individus favorisent quand même la prospection, mais tout en visitant un faible nombre de patchs. Et ce que j'ai oublié de dire ici, c'est qu'à gauche de la ligne rouge, ça représente l'installation aléatoire des individus. Donc, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas la prospection pour choisir leur futur site de reproduction. Et donc, même quand les coûts sont importants, la dispersion aléatoire n'est pas favorisée par rapport à la dispersion. Donc, ils prospectent un faible nombre de patchs et qu'ils s'installent dans le meilleur du peu de patchs qu'ils ont prospectés. Quand on fait la somme de toutes les prospections des individus, en fait, on va avoir une répartition un petit peu plus équilibrée dans les différents patchs, puisque les individus ne vont pas tous aller vers les mêmes patchs les plus productifs. Donc, il va y avoir un effet de densité-dépendance moindre à l'échelle de la population. En revanche, si un individu prospectait tous les patchs et s'installait dans le meilleur des meilleurs patchs, on aurait une accumulation de tous les individus qui viendraient dans le même patch. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un effet de densité-dépendance fort sur ce patch. Et donc, les individus seraient moins à même de produire de nombreuses progénitures. Et dans ce cas-là, ils seraient amenés à plus disperser vers l'autre patch productif. Donc, sur le long terme, en fait, ça n'aide pas une dynamique optimale à l'échelle de la population. Et on l'observe totalement en regardant la
la structure de la population avec cette évolution de la dispersion informée. Et on voit en fait que ici, vous avez les 3 types d'émigration avec les différentes couleurs et vous avez la répartition des individus sur les meilleurs patchs, les patchs intermédiaires ou alors les patchs de plus mauvaise qualité. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'individus sur les patchs de meilleure qualité, un nombre intermédiaire sur les patchs intermédiaires et un nombre très faible d'individus sur les patchs les plus mauvais. Et cette répartition n'est absolument pas modifiée lorsque les... Donc ici, ça veut dire que la stratégie d'émigration a peu d'influence finalement sur la structure de la population et que c'est vraiment la prospection et le choix d'installation dans la dynamique de la population. Donc, pour résumer cette dernière partie, on peut dire que la prospection est favorisée lorsque les individus prospectent un faible nombre de patchs et des prospection qui ont été observées notamment avec des appareils de biologuing, que ce soit par exemple chez la mouette tactile ou même chez l'albatros à sourcils noirs. On voit en fait que chaque individu visite seulement 1, 2, 3 colonies, alors qu'en fait, il pourrait en visiter plus puisqu'il y a plus de colonies disponibles à la prospection, mais qu'au final, ils n'en prospectent que très peu. On a aussi la confirmation que les individus en succès de reproduction et aussi les individus en échec de reproduction qui vivent dans des patchs en succès ne dispersent pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il y a vraiment une distinction entre les individus en succès qui sont philopatriques et les individus en échec de reproduction qui, eux, ont une plus forte probabilité de dispersion. Et donc, ça veut dire que à la fois l'information publique et personnelle, donc ces 2 types d'informations sont vraiment capitales dans l'évolution de la dispersion et que c'est vraiment la combinaison de la stratégie d'immigration et la stratégie de prospection qui influence les processus de dispersion. Et on peut aussi souligner que la dispersion informée est toujours favorisée par rapport à l'émigration aléatoire, donc la dispersion aléatoire, et particulièrement quand les coûts sont forts. Donc, ça veut dire que la prospection est vraiment une stratégie essentielle, notamment en réponse aux changements environnementaux. Donc, pour résumer, on peut dire que les stratégies de dispersion informée sont efficaces pour échapper à des conditions environnementales qui se dégradent. Et qu'à l'échelle individuelle, ne rien savoir sur les autres sites de reproduction, c'est mauvais, mais aussi en savoir trop, c'est mauvais aussi. Donc, il faut prospecter un nombre relativement faible de colonies et que la dispersion informée affecte vraiment la dynamique, la structure et la persistance des populations, notamment à travers des mouvements individuels très asymétriques. Donc, en perspective, évidemment, il faudrait collecter plus de données sur le contexte environnemental de la dispersion informée, et notamment en suivant des individus dans des colonies dont les succès de reproduction sont contrastés, donc des colonies où le succès de reproduction est bon et des colonies où le succès de reproduction est mauvais. Il faudrait aussi mieux comprendre l'effet de facteurs individuels tels que le sexe, l'âge, l'expérience ou encore la personnalité qui peuvent grandement affecter les choix de prospection et les choix d'installation dans les différentes colonies. Et ça pourrait aussi aider à mieux comprendre les dynamiques d'expansion d'aires de répartition et aussi la formation de colonies, notamment chez des espèces qui utilisent la dispersion informée. Et enfin, ces connaissances sont aussi cruciales pour la conservation, pour les plans de conservation et de gestion des espèces, et notamment pour la recolonisation de colonies éteintes. Et je terminerai par 2 exemples qui montrent que les connaissances de la dispersion informée sont cruciales. L'un sur les sternes d'Orient. Donc, les sternes d'Orient étaient censés qui ont été
recensés à partir des années 2000. Et il y a eu un en place pour attirer les spermes vers ils ont réussi à atteindre 100 individus, donc à attirer les individus vers les nouvelles colonies et à être colonies. Dans les années 2000, mais qui ont ensuite disparu complètement des îles. Et grâce à l'utilisation de je sais pas comment on dit, de decoys, enfin des statuettes de sternes, et à l'utilisation de playback et de tenir les sternes pour se reproduire, et à quelques dizaines d'individus, grâce donc aux connaissances acquises sur l'utilisation de l'information sociale chez les espèces. Donc je vais m'arrêter là, je suis je suis désolée. Donc tout ce travail n'aurait pas été possible sans toutes les collaborations qui ont été établies au cours du temps, notamment Thierry Boulinier et David Grémillet qui m'ont encadré pendant ma thèse, et puis tous les gens au CEF, au CEBC et l'équipe à Aberdeen. Je voudrais juste avoir une petite pensée pour Jérémy Tornos qui soutient sa thèse actuellement, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Aurore, et aussi pour avoir rendu ton exposé accessible au plus grand nombre. Et je pense que c'est vraiment des travaux qui ont amené un changement de paradigme, parce qu'en biologuing, depuis toujours, on avait un petit peu l'impression d'écrire l'histoire des gagnants. Et donc, tu nous rappelles qu'il faut aussi parler des perdants. Et qui seraient un peu les oubliés de l'histoire, et qui occulteraient toute une phase de l'écologie, du mouvement des espèces. Alors, on va prendre des questions, mais peut-être pour lancer la ronde des questions et élargir le débat. Tu m'as dit qu'à l'université d'Aberdeen, actuellement, tu travaillais aussi beaucoup avec le module Rainshifter, qui s'applique aussi aux plantes. Et je me demandais dans quelle mesure certains des concepts que tu nous as exposés sont transposables aux plantes, ou si de toute façon, quand il s'agissait de dispersion informée, comme chez les plantes, c'est très souvent passif, on ne pouvait pas du tout transférer ce type de concept. Je me demandais s'il y avait des passerelles, et notamment par l'utilisation de Rainshifter. Alors, Rainshifter n'est pas paramétré pour intégrer l'utilisation d'informations, que ce soit personnel ou public. Après, pour l'application plante, l'utilisation d'informations publiques me paraît impossible, puisqu'il faut que l'individu puisse observer le comportement des congénères. Donc, ça pourrait être assez réduit. En revanche, l'attraction sociale potentiellement par information personnelle chimique, j'imagine. Donc, s'il y a certaines espèces voisines dans un certain habitat, et qu'une graine de plante détecte ces indices, elle va se dire c'est le bon endroit, je vais germer. Donc, ce serait plus de l'information personnelle que publique ou sociale, même, parce que la présence des congénères, ça veut dire qu'il y a quand même une observation d'individus de la présence dans l'habitat. Donc, si ça passe par des moyens indirects, comme des indices chimiques, c'est tout ce qui est information personnelle. Tu es muet, David. Ouais, je vois une main levée. N'hésitez pas à brancher votre micro, potentiellement aussi votre caméra pour poser une question. Oui, bonjour, merci pour la présentation, Aurore. Merci. Bon, alors, David a tendu une perche sur les plantes, et ça m'a interpellé, vu que moi, je suis plutôt écologiste de plantes. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça pourrait pas être dû, ce phénomène, par l'intermédiaire des pollinisateurs
plutôt que par des mesures typiquement stochastiques et environnementales? Ça pourrait, mais alors ça va être des systèmes très différents parce que, enfin, il faudrait un peu revoir les définitions parce que déjà on bataille pour être clair, faire la distinction entre l'attraction sociale qui est juste la présence des congénères, donc généralement ça passe par la taille des colonies par exemple, et l'information publique qui est vraiment basée sur le succès de reproduction, donc peu importe le nombre d'individus, du moment que les individus sont en succès de reproduction, c'est ça qui va donner de l'information aux individus. Pour les plantes, les pollinisateurs, ça pourrait donc développer des indices chimiques qui passent par. Mais du coup, il y a une dichotomie entre l'individu plante qui donne des signaux aux individus, aux insectes, individus qui vont bouger. Donc là, ce serait plus plutôt par la communication, donc tout ce qui est indice. Donc, j'ai présenté un certain type d'informations. L'information personnelle et publique, c'est des informations qui sont données de manière inadvertante. Ça veut dire que c'est complètement passif. En fait, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas une volonté de donner ces signaux. C'est juste, on observe. Et puis, parce qu'il y a des individus qui vivent, qui mangent, voilà, on a une observation de ce qui se passe. Et il y a les signaux qui sont, eux, advertent, je ne sais pas la traduction, donc qui sont donnés de manière active. Et tous ces signaux sont dans la communication, donc les signaux de couleur, les signaux chimiques avec un but précis. Tous les signaux de communication à l'échelle large, là, c'est un autre type d'information. En fait. Et du coup, c'est plus de l'information passive et publique. D'accord, oui, après, ça ferait peut-être appel à de l'écologie plus fonctionnelle aussi. Ouais. D'accord, voilà, merci aussi. beaucoup. Parce que du coup, ce ne sera pas la même espèce, les mêmes taxons, les mêmes types de mouvements, etc. Donc, il y a plus de boîtes impliquées. Merci bien, Aurore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Bon, eh ben, écoute, comme on a aussi un tout petit peu débordé sur le créneau, oui, c'est vrai. Je pense qu'on va en rester là, mais j'aurais bien enregistré cette session. On va la mettre en ligne pour que aussi ceux qui étaient sur la soutenance de Jérémy puissent en profiter. Ah, je vois que Mariana a une question. Go ahead, Mariana. Thank you. Hey, Aurore. Thank you. Hi. I was wondering if you can elaborate a bit more. I saw in your graphs like you have a cost, if that is a cost of dispersal, and what is it and how it was included in your model? So it's a cost linked with prospecting, and the more you prospect some patches, and the higher the mortality rate. So it's an additional mortality cost. I think it's 0.01. So if you visit just one colony, you will have 1% more chance of dying. And if you visit 10, you will have a 10 times higher mortality cost due to prospecting, in addition to the natural mortality cost. Okay, so did you try also other values? In an initial model, I tried it, yes. And if it's too costly, then the random dispersal is favored. Okay, thank you. So, but you need to put a very high cost to make the individuals evolve towards a random integration. Okay, thank you. And maybe Mariana, because I think I guess what you have in mind, Aurore did have sort of energetics approach also to the cost of these movements and the different strategies. That was part of her PhD. Aurore didn't present here, but it's a paper in Ecosphere called "When Things Go Wrong,"
And that's the chapter which actually used metrics of energetics to compare the different strategies. Yeah, because I think I guess where your interests are leading to, Mariana, with yeah, also because I know about range shifter, and I know there are costs in there. So I was just wondering how Aurora modified these costs. Yeah. Well, so the model I developed is really independent from Redshift. It has nothing to do, and I built it from scratch. So it can have very different rules. It's just the environment, the local quality of the different patches, which is the same, but otherwise it's just yeah, it's a completely new model. So okay, yeah, thank you. Good. Well, thanks a lot, Aurore, for taking the time to prepare this very nice and thorough presentation, and being with us today. And well, have a great summer. Yeah, thank you very much. You too. Thanks for the invite, and thank you very much, everyone. Yeah, thanks. Bye-bye. Bye.